Et bonjour à tous et merci pour cette opportunité. Je suis ravie que ma collègue du SHD a pu parler en amont, parce que c'est vrai que ça met un petit peu les bases de l'archivage du ministère des Armées et les CPAD qui m'amènent aujourd'hui, et l'établissement des communications et des productions audiovisuelles de la Défense. Une particularité de cette construction des archives, de toutes ces réflexions, tous ces questionnements, et nous amène à justement à certaines prises de décision et même à sa création. Et, du coup, je m'appelle Véronique Pontillon, je ne suis pas archiviste, je suis chargée de la valorisation des archives et je travaille avec les archivistes parce que grâce à eux, en termes de tout le travail qui est fait pour qu'on puisse nous accéder aux archives, et aussi avec les documentalistes audiovisuels, parce que grâce à cette matière qui est l'image, du coup on a besoin aussi d'autres types de traitements et d'autres types d'informations pour mettre en place tous les projets qu'on peut faire, et même qui nous amènent aujourd'hui, parce qu'on est partenaire de l'exposition qu'on pourra visiter à la suite. Et l'idée, c'est justement, pour moi, cette matinée, de présenter les origines de cette création d'archives, parce qu'il y a une idée qui amène un besoin en termes d'image autour de la guerre, de produire aussi une documentation matérielle d'images qui va accompagner toute cette logistique, toute cette connaissance opérationnelle qui a fait qu'à un moment en particulier, notre institution a pu être créée. Et c'est précisément en 1915, quand plusieurs ministères se rendent compte, déjà comme on a tous vu dans les cours d'histoire, que la guerre prend l'ampleur, que ça va durer et que du coup on doit prendre des mesures déjà pour combattre un certain nombre de mesures qui sont faites et qui sont établies et prises par l'armée allemande. Du coup, le ministère de la Guerre décide de créer une section cinématographique de l'armée, une section photographique de l'armée, mais c'est important de savoir que du coup cette création va être mise en place avec deux autres ministères. Du coup, c'est un peu cette logique des besoins et des matériels qu'on a pour produire ce type d'archives. Du coup, ce ministère va travailler avec les ministères de l'instruction publique et des beaux-arts et avec le ministère des Affaires étrangères. Les affaires étrangères, ça va être les plus évident, parce que bien évidemment, l'idée de produire des images, de produire d'archives audiovisuelles, de la photo et des films, va permettre de communiquer, de mobiliser l'image, de mobiliser un type d'information à l'étranger. Avec les ministères de l'instruction publique et des beaux-arts, il faut savoir que même si aujourd'hui on a une grande évolution des carrières au sein de l'armée, à cette époque-là, on n'a pas encore des caméramans et des photographes formés par l'armée, et du coup on a besoin de ce savoir-faire, de cette technique, de cette production, de cette matérialité qui existe déjà, parce que la photographie depuis 1838 est pratiquée, et le cinéma, ça fait 20 ans qu'il existe. Du coup, le ministère de l'instruction publique et des beaux-arts gère cette production grâce à les grandes maisons de production cinématographique qui vont pouvoir participer à cet effort de guerre. Du coup, chacun dans son métier vont pouvoir contribuer à cette production d'images, et le ministère de la Guerre va pouvoir être en charge de tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire où on va, qu'est-ce qu'on va filmer, qu'est-ce qu'on va photographier, et bien évidemment, une fois qu'on produit ces images, quelles sont les images qui vont pouvoir sortir pour être visionnées, pour être montrées au public. On a une structure dans ces trois ministères, on crée ces deux sections, du coup, ils vont pouvoir témoigner, ils vont pouvoir produire des images. Et pour la partie film, du coup, on va voir les 4 grandes maisons cinématographiques qui existaient à l'époque. Les plus connues, Gaumont-Pathé, qui existe toujours, et Éclair et Eclipse. Et chaque maison cinématographique va permettre à un des opérateurs de s'engager dans l'armée pour pouvoir filmer au sein de l'armée et produire ces images. Et côté photographique, on va faire déjà appel aux grands studios de Paris et partout la France, parce que la photo est beaucoup plus développée. Et il faut savoir qu'il y a un besoin de la population, les journalistes et les passionnés de l'image, ils veulent s'approcher du front, du coup c'est interdit, et la seule manière de pouvoir apporter cette information, c'est avec cette structuration. Du coup, c'est important d'avoir ces deux sections qui vont travailler des concerts, qui vont permettre d'établir 3 missions qui sont essentielles et qui vont déjà établir la constitution d'archives visuel, parce qu'on n'est pas dans l'audio, mais qu'on appelle du coup audiovisuel, ou d'images fixes et animées, qui existent jusqu'à nos jours. Du coup, on a 3 grandes missions qui vont s'établir. Déjà, ce qui est important, c'est produire justement les archives. On sait très bien que toute image produite, comme pour les services historiques de la défense, tout document qui va être produit va être conservé. Ça va être le cas pour l'image. Du coup, dès qu'on filme, dès qu'on photographie, ces images vont pouvoir être conservées en prenant en compte qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs utilités de l'image. Une image qui va être utilisée tout de suite, comme dirait la 3e mission, en tant que propagande, parce que déjà, on va construire un message. Il faut qu'on puisse mobiliser
les personnes en France, la population, il faut pouvoir adhérer au fort des guerres, mais aussi il faut qu'on mobilise ces images à l'étranger d'un côté, comme je disais, grâce au ministère des Affaires étrangères, vers les pays neutres pour les informer, mais pour aussi qu'ils s'adhèrent à ce principe, et pour les pays alliés, pour vraiment communiquer, avoir une circulation des images, pour qu'ils puissent être au courant de ce qu'ils font leurs troupes, les soldats, sur le territoire français, et bien évidemment, encore une fois, renforcer l'effort français, surtout l'engagement. Et pas que les soldats, parce qu'aussi, il y aura tout ce qu'il y a à l'arrière, mais du coup, toute la production d'images va couvrir tous les aspects de la guerre, et ça rejoint un petit peu ce que ma collègue a dit sur les archives, tous les objectifs, tous les sujets qui doivent être filmés et photographiés pour pouvoir illustrer, témoigner, prouver ces aspects. Et un élément du coup qui fait travailler ces archives, c'est bon, constituer cette mémoire, parce qu'on sait très bien que même si la guerre finit, ces archives vont devenir un témoignage, vont devenir une source. Il faut créer des sources aussi qui vont permettre de réécrire ou de revenir sur cette histoire. Et on a l'idée de réaliser des prises de vue de toutes les destructions du patrimoine, ce qui va permettre, et c'est pour ça aussi l'intitulé « Images, guerre et patrimoine », de reconstruire ce patrimoine et va même participer à la protection du patrimoine. Ce qui veut dire c'est que les opérateurs de prises de vue, les caméramans, les photographes vont aussi avoir comme ordre de mission de filmer et photographier toutes les destructions causées par la guerre, les ruines, les églises, tous les patrimoines battus, détruits. Et cette source va pouvoir être comparée aux images qu'on a d'origine pour pouvoir penser la reconstruction. D'autre côté, il y aura toute une mise en place des missions de protection du patrimoine mis en place par l'armée, c'est-à-dire vraiment l'armée va travailler pour sauvegarder le patrimoine. On a des images, on a des œuvres d'art protégées, des lieux comme Versailles, et toute cette action va aussi être filmée, photographiée, et aussi bien sûr accompagnée avec toute une documentation papier ou autre, qui va permettre de voir comment on met en place cette sauvegarde et même comment on peut suivre la protection du patrimoine. Ce qui fait qu'actuellement, on a un étudiant, maintenant Thésard, qui vient de finir sa thèse, qui va être publiée bientôt, qui s'appelle Solène Amis, qui a fait tout un travail pour décrypter la sauvegarde du patrimoine pendant la Première Guerre mondiale et qui, grâce aussi aux archives photographique a pu suivre les parcours des œuvres d'art depuis la sortie des Louvres, d'autres institutions culturelles, par toutes les étapes où ils ont pu être amenés jusqu'à la récupération et les retours à la source d'origine. Bon, on a un témoignage de tous ces mouvements qui vont permettre de voir comment l'État français est engagé dans la conservation et la sauvegarde du patrimoine, mais qui vont permettre encore une fois de revenir sur ce qui a pu être détruit pour les reconstruire. Et une image, c'est une photographie que j'aime beaucoup présenter parce que ça permet vraiment d'identifier un peu les symboles, les sources, vraiment l'origine de notre unité. C'est qu'on a toujours un travail en binôme. Vous avez vu, on avait deux sections, une section cinématographique de l'armée, une section photographique de l'armée, créée en 1915. Et en fait, en 1917, ces deux sections vont être réunies sur une question de pilotage. Mais il faut savoir que même au moment où il y avait deux sections avec deux gestions différents, il y a tout un travail en concert, un travail en binôme, ce qu'on appelle aujourd'hui les soldats de l'image. Du coup, on aura toujours cette complémentarité des sources entre l'image fixe et l'image animée, ce qui nous permet d'avoir un archive, soit l'image, soit la photo, soit le film, qui nous permet de témoigner sur une action et avoir cette complémentarité des hors-champs qu'on ne voit pas dans la photo grâce au film, ou de ces détails et des précisions que la photographie nous apporte, qu'aujourd'hui, techniquement, on peut faire avec un zoom et rentrer l'image, mais qu'à l'époque, bien sûr, techniquement, on ne pouvait pas faire. Ce qui nous permettait de vraiment avoir un regard beaucoup plus large sur un événement précis, sur une action en particulier. Et c'est intéressant aussi par rapport à ma collègue ce qu'il disait, parfois on pense à l'armée, on se dit qu'est-ce qui nous cache. Du coup, c'est toujours pour nous très important de penser sur l'événement en question, ce qui a été filmé et photographié, qu'est-ce qui se passe, mais aussi sur les matérialités qui vont conditionner cette prise de vue, parce que du coup, parfois, et on a, avec la valorisation des archives et la mise à disposition, on veut des batailles, on veut des explosions, on veut les soldats qui partent. Et en fait, à cette époque-là, en prenant en compte l'évolution cinématographique, on est loin de ça. Vous voyez sur l'image, on a une caméra Pathé à manivelle, parce que c'est fait les frères Pathé qui sont inventés. On travaille avec une bonne bobine en nitrate, qui est déjà le nitrate, c'est une matière inflammable, qui du coup pose des problématiques même de conservation et d'utilisation sur place.
Pour la photographie, nous, les Français, on travaille sur des plaques de verre, pendant que les Américains et les Anglais travaillent avec des négatifs souples, mais la plaque de verre a démontré être le support les plus malléables et surtout avec une qualité supérieure. Et ce qui me présente une durabilité, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a des plaques de verre en parfait état. S'ils ne tombent pas et ils ne se cassent pas, mais bien évidemment, on aura tous les mécanismes nécessaires pour la reconstruire, la restituer. Du coup, on a cette matérialité qui va empêcher une certaine prise de vue. Nous, on a toujours dans ce jeu, ce n'est pas qu'on ne veut pas vous montrer, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça que du coup, on travaille surtout sur la matière, sur la source, l'événement historique qui a pu être filmé, photographié, mais aussi sur ce qui est à disposition des équipes pour les filmer et pour les photographier. Bon, ça va limiter. On va avoir beaucoup de productions. On aura presque 5000 plaques de verre et on aura plus de 2000 films. Et il faut savoir au niveau des films qu'on a aussi d'autres choses intéressantes, même au niveau de l'histoire de l'événement, c'est qu'on a ce qu'on appelle les rushs, les épreuves de tournage, tout ce que le caméraman a pu filmer en direct. Et d'autre côté, on va voir les fils montés, ce qui veut dire l'intentionnalité que l'armée ou l'État a donnée à ces images pour faire passer un message. Et au niveau de ces montages, bien évidemment, on a différents types de production. On n'est pas toujours dans la propagande, mais il y aura une intention qui va aussi se présenter dans ces films et que ma collègue le disait, c'est que ces images deviennent aussi un compte rendu, deviennent un apprentissage, deviennent une instruction. On peut apprendre de ce qu'ils ont fait pour continuer à faire, pour améliorer, et même on peut s'instruire par l'image, et c'est à partir de ces origines-là que l'image devient un outil de guerre, devient une médiation, mais devient un moyen d'instruction. À partir de là, en termes d'image, on va voir la production des films d'instruction, comment on nettoie une arme, comment on fait un salut, comment on s'habille en tant que soldat, et des choses qui vont évoluer bien évidemment jusqu'à nos jours. On va voir ce qu'on appelle les actualités cinématographiques qui vont être projetées dans les salles de cinéma avant les grands films que le public a pu choisir, ce qui permet d'informer la population. Au début, ces magazines d'actualité cinématographique étaient gérés plutôt par les maisons de cinéma, Gaumont, Pathé, Éclair, Eclipse, mais après l'armée, avec les temps, va prendre la main et va avoir l'autogestion de toutes ces images. On va produire les images, on va pouvoir les monter, les visionner, les censurer quand c'est nécessaire et les projeter dans les salles de cinéma. Du coup, on va être vraiment les propres distributeurs et on va créer ce qu'on appelait les Annales de la guerre. C'est une actualité cinématographique qui sortait de façon presque hebdomadaire dans les salles de cinéma et qui était composée de plusieurs sujets qui permettaient du coup à la population d'être informée sur les avancements de la bataille, sur la participation des femmes, des enfants, sur le fonctionnement des pigeons voyageurs, c'est-à-dire vraiment des choses très larges et très diverses au niveau de sujets, plus dramatiques, moins dramatiques, plus rigolos, plus proches des soldats, plus proches de la population à l'arrière, encore une fois, pour aborder absolument tous les aspects. Et c'est pour ça que du coup, je citais certains des sujets. On a la vie quotidienne des soldats, on a l'arrière, on a les techniques militaires. Il y a vraiment un témoignage qui nous permet aux historiens de faire un travail sur toutes les chars, tout l'armement qui a pu être mis en place et utilisé à ce moment-là, parce que l'image nous permet de décrypter ces objets et bien sûr de travailler les sujets. Au niveau des photographies, on aura aussi une diffusion très large, parce que, pardon, pour les cinémas, du coup, on va dans les salles de cinéma, mais il faut savoir aussi que les soldats, il faut les informer, mais il faut les divertir, il faut les rassurer. On rassure la population, on rassure la famille, mais aussi les soldats, et du coup, on va faire les cinémas aux armées, comme les théâtres armés. Et pour ceux qui ne sont pas sur la ligne de front, on va avoir des temps de pause et des temps d'attente qui vont être accompagnés par ces dispositifs de projection à différents endroits, justement pour que ces soldats puissent divertir, échanger. Il y en a après les théâtres faits par eux-mêmes ou des visites des compagnies comme de la Comédie Française qui allaient visiter l'arrière, les deuxièmes lignes pour pouvoir amener un temps d'échange et de divertissement aux soldats. Au niveau de la photographie, on va aussi avoir... pardon, ça c'est l'arrière. Au niveau de la photographie, on va aussi avoir beaucoup de moyens de diffusion. Il faut savoir que la photographie commence à avoir une place dans les journaux. Et les journaux sont très demandeurs d'avoir des images pour accompagner les articles qui vont présenter la population. Il y a un savoir-faire français déjà de la carte postale qui a commencé par des particularités qui avaient réussi à faire des images. Et maintenant, les services vont produire des images qui vont être reproduites et démarchées et vendues en sens large.
Mais aussi, avec cet intérêt international, il y aura beaucoup de conférences qui vont être accompagnées des images, espèces de diaporamas, ce qu'on appelle images fixes. On aura des brochures un petit peu pour présenter un certain nombre d'événements qui vont être mis en place pour la population en France et à l'étranger. Il y aura des albums photos qui vont être conçus, mais pour être présentés dans des salles de lecture. Et l'image que je vous montre, justement, on aura des expositions photographiques. Et là, c'est une salle au Jeu de Paume, en 1917, qui présente différentes salles. Et à chaque salle, on va mettre en honneur un des pays alliés. On a les Portugais, les Romains, les Italiens. Et là, en particulier, c'est la salle française avec des images de Verdun. Nous, on veut vraiment que la population soit au courant, que la population soit informée, que la population soit proche. Et un peu les témoignages, c'est ça, c'est qu'ils vont se sentir concernés, parce que les images qui représentent cet événement, même s'ils sont de loin d'eux, ça implique aussi la représentation de tous ceux qui sont pu partir à la guerre, son frère, son père, son fils, son voisin. Et nous, on a vraiment une circulation de l'image, des images qui, bien évidemment, vont devoir être classées, cataloguées, archivées, c'est la base qui nous permet aujourd'hui à l'ECPAD de conserver encore toute cette production qui a plus de 100 ans, parce que du coup, le ministère va être conscient de cette importance. On aura un bureau à la rue Valois, juste à côté Port-Royal, où il aura mis en place tout un catalogage. On aura des fiches, films et photos pour tout document qui arrive. Je parle fiches et films parce que c'est les types d'archives qui nous concernent. Et il y aura une constitution des albums photos qui vont permettre aussi les suivis, un suivi thématique des albums photos qui vont permettre aussi à Desmains de sortir les informations nécessaires. Si on veut des informations sur Verdun, ou sur une bataille, ou sur un régiment, on a les éléments qui vont pouvoir être communiqués en cas de besoin d'un ministère, mais aussi en cas de besoin des journaux ou justement de la production cinématographique. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça nous amène aussi à une diversité des sources et même des systèmes de conservation des archives, parce que du coup, nous, on conserve les originaux. Pour nous, c'est les plaques de verre qui ont été faits par les soldats à l'image, c'est-à-dire les photographes engagés dans l'armée, mais cette constitution des albums photos est conservée à la contemporaine, parce que c'est eux qui étaient, c'est-à-dire le ministère de la Culture, de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui étaient en charge de la matérialité de cet archivage. Aujourd'hui, vous pouvez accéder aux sources 14-18 en termes d'images fixes par nos images, mais aussi par la contemporaine. Et une troisième source, c'est la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, et la médiathèque de la photographie maintenant et du patrimoine, pardon, qui conserve toutes ces images en termes de cette sauvegarde du patrimoine architecturel, qui aussi permet de travailler les sources, c'est-à-dire les légendes, qui étaient indispensables pour les photographes et les caméramans, de prendre des données qui étaient reprises par l'archiviste, qui allait ajouter tous ces éléments à tous ces supports physiques qui étaient conservés à Paris. Et bien évidemment, les CPAD, les sections cinématographiques et photographiques des armées, ont été conçues pour filmer et photographier la guerre, la Grande Guerre, 14-18, qui en réalité, en termes d'image, fait 15-19. Et en 19, une fois que ces missions étaient accomplies, c'est-à-dire on n'a plus besoin de faire la propagande, on n'a plus besoin de témoigner sur une destruction, sur un avancement des combats, parce que la guerre est finie. On a l'idée des archives que du coup on va conserver. Ces deux sections rentrent un petit peu en sommeil, mais ça réveille un petit peu l'intérêt de l'image, ce qui fait que l'armée de l'air, une fois qu'il est constitué, l'armée de terre et la marine vont commencer vraiment à faire une production interne, c'est-à-dire dédiée à chaque armée, pour continuer à témoigner sur toutes les actions qu'il peut mettre en place, en sachant que l'armée de terre déjà faisait des photos à partir de 1872. On va aussi avoir cette idée d'instruction, chacun dans son corps d'armée, avec ses besoins et son matériel. Et ça va permettre qu'il y aurait une continuité de production d'images qui va être archivée, mais qui est moins, parce qu'on n'est pas en conflit, mais cette notion reste pérenne, et ce qui nous amène qu'en 1939, on réactive tout de suite, on devient les services cinématographiques des armées, et depuis ces jours-là, on n'arrête plus de produire images en tant qu'institution. Ce qui fait qu'on va bien évidemment suivre 39-45. On va voir une évolution du conflit en soi, du matériel militaire, mais aussi du matériel cinématographique qui va faire que les soldats à l'image vont être beaucoup plus près du combat. Là, vous avez une image d'un de nos caméramans, Méja, qui est à la porte, juste arrivé pour la libération de la ville de Rome.
qui est vraiment au cœur de l'action, qui est de plus en plus près des soldats, même si l'équipement de protection n'est pas encore complètement évolué. Après, j'ai mis une autre photo qui pour nous c'est un peu icône parce que c'est Pierre Schondorfer, quelqu'un qui veut faire du cinéma, qui s'engage dans l'armée, qui suit, qui filme la guerre d'Indochine et qui après, une fois qu'il passe à côté civil, il va pouvoir avoir toute une production cinématographique bien touchée, bien marquée pour cette expérience personnelle. Et je finis évidemment un gros saut parce que du coup on va suivre tout ce qui a pu être mentionné comme mission. On va suivre les guerres de colonisation avec l'Indochine et l'Algérie, mais on va aussi suivre tous les OPEX, les opérations extérieures. Il aura toujours une équipe image, le nom évolue, concernée par cette photographe à cette caméraman, justement pour accompagner cette idée de présence, de mission, toujours avec une vocation de savoir que cette image pourrait avoir multiples usages. L'information, la communication, selon les périodes historiques, on continue à parler de la propagande, mais surtout avec cette notion d'image preuve qui s'est mise en place à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec tous les procès. Nous aussi, en termes d'image, cet élément va être très présent parce que du coup, on va produire des images qui vont être archivées, qui vont être conservées, mais qui peut-être vont être utilisées dans des procès ou qui vont pouvoir démontrer tout de suite, même en direct, à un chef qui est à Paris, comment la mission a pu se dérouler. Bon, là, j'ai fini sur cette slide avec une image un petit peu beaucoup plus actuelle, aussi avec une femme, parce qu'on a des femmes, ça arrive petit à petit, mais on a des femmes aussi, caméra woman, et photographes, et ce qu'on appelle chefs d'équipe, qui sont des officiers des communications, officiers images qui gèrent des équipes. On a les femmes dans tous les corps de l'armée, et ça inclut aussi la production et la conservation des images. Et vous voyez aussi même que l'équipement a évolué, la protection du soldat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, nos soldats sont intégrés dans des unités dans lesquelles ils n'appartiennent pas, mais qui s'intègrent à 100%. Et comme tout autre soldat, ils sont armés. Leur objectif primaire, c'est la production d'images. Des images qui, du coup, on va pouvoir conserver, qu'on va pouvoir archiver, mais en même temps, ils sont capables de se défendre ces équipes, parce que ça fait partie de la logique et de la stratégie et de l'action de l'armée sur un territoire en conflit, en sachant que, heureusement, bien évidemment, on filme et on photographie pas que la guerre, mais on archive la guerre et on archive en temps de guerre, parce que ces images qui sont produites, ils arrivent constamment en France pour qu'ils puissent être archivés et même mis à disposition des chaînes de télévision, des journaux télévisés. On voit un petit peu le même circuit qu'on avait 14-18 avec la diffusion, seulement qu'avec des schémas beaucoup plus rapides grâce à l'Internet. Du coup, ces images sont produites avec ces multiples besoins et ça nous amène à suivre l'opérationnel armé, mais aussi à toutes les actions humanitaires, mais à la vie quotidienne aussi des unités. Et tous les défilés 14 juillet, et toutes les commémorations, toutes les actions de chaque armée, surtout parce que depuis 1915, on a une production qui est très large. Et comme ma collègue disait, aujourd'hui, on est le centre d'archives audiovisuelles définitives du ministère des Armées, ce qui fait que cette volumétrie de 15 millions de photographies et 5 000 heures de films inclut une production organique, pour revenir sur le terme, produit par l'institution qui a évolué et a changé de nom. On a passé du SCA, SPCA à SCPAD. Mais aussi, c'est nourri grâce à la production de toutes les unités, de tous les organismes de défense. On a plus de 250 organes producteurs d'images. C'est la différence par rapport à la volumétrie que ma collègue annonçait par rapport aux archives écrites, parce que même nos archives écrites vont être versées au SHD, mais tout ce qui est en termes d'images, autres films, photos, vont être conservés par nous, et ce qui nous fait, du coup, amener à voir des images faites par l'armée à partir de 1872, et ces volets-là vont encore s'élargir grâce à la collecte des fonds privés, qui est très important pour nous, d'un côté parce que ça nous permet aussi de comparer les regards, d'avoir un regard moins institutionnel des personnes, anciens militaires ou autres, qui étaient à un moment important qui concerne l'histoire militaire ou l'histoire de la France en lien avec la défense. Et aussi en termes historiques, ça nous amène à avoir des images à partir de 1842. Donc, ça nous élargit vraiment la temporalité, ce qui nous amène aussi à avoir toute l'histoire du support photographique, du daguerreotype jusqu'au fichier numérique évidemment, et aussi ça nous accompagne à suivre toute l'histoire cinématographique avec tous les supports professionnels et amateurs. Et depuis 2023, décembre 2023,
comme décret, on est, encore une fois, renforcer le décret des centres d'archives audiovisuels définitifs des armées, ce qui nous amène qu'il n'y a pas si longtemps, on a créé vraiment un département de collecte pour pouvoir être en contact avec chaque service producteur d'images qui vont vers ces images, qui vont être conservées à l'ECPAD, au Fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine, mais qui vont être mises à disposition du public dans notre médiathèque, dans notre salle de lecture, avec un petit peu comme le centre Bofana, un reçu sécurisé, sur Internet, pour qu'on puisse consulter toutes les images qui ont pu être numérisées par nos services. Mais en même temps, ces images, depuis que 2 ans, sont disponibles sur notre portail en ligne imagedefense.gouv.fr. Et comme vous voyez, le .gouv.fr implique cette projet ministériel, c'est-à-dire que ce n'est pas que les CPAD, c'est producteur qui a existé selon différentes périodes, mais toutes ces images, comme je disais, qui ont été produites par tous les autres services versants, justement avec cette idée de centraliser les archives, décentraliser tous les efforts et tous les métiers qu'on a autour de la conservation, de la restauration, de la numérisation et de la valorisation. Et en plus, et avec une idée aussi de définir cette boucle de production, conservation et diffusion, avec une ajout que c'est l'école des métiers de l'image qui est située au Fort d'Ivry depuis 2013 et qui répond justement à des questionnements que les services historiques de la Défense ont mis en place. C'est que la nomenclature, chaque producteur est créateur d'un archive. Si on prend en compte cette création depuis le début, ça va beaucoup faciliter le travail des collectes, d'inventaire, de référencement et de numérisation. Ce qui fait que les futurs soldats de l'image qui vont travailler soit chez nous à l'ECPAD, mais dans d'autres unités, vont pouvoir venir se former à l'école des métiers de l'image à l'ECPAD. Ça donne aussi un peu de sens parce qu'ils savent bien que les images qu'ils vont produire, à un moment ou à un autre, ils vont nourrir nos archives et ils vont devenir aussi un élément de l'histoire. Mais ça permet de comprendre toutes les chaînes de traitement depuis la collecte, parce qu'ils vont rencontrer tous les services et surtout tous les référencements, toutes les nomenclatures, toutes les règles des nommages, des légendages et des métadonnées qu'il faut prendre en compte pour qu'une fois que ça arrive chez nous, encore une fois, tout ce traitement de toute cette chaîne archivistique puisse être beaucoup plus fluide et ça puisse arriver beaucoup plus rapidement à la consultation, soit sur le logiciel en place, soit la consultation en ligne. Et bien évidemment, toute l'idée, c'est qu'on puisse avoir un département de valorisation. Ces archives sont des archives publiques, à part tous ces axiomes des secrets défense, mais qui concernent beaucoup plus la protection des personnes et les missions qui sont en cours actuellement, qui pourraient mettre en danger les unités, ou des secrets plutôt industriels, mais toute vraiment la diversité des sujets qui abordent chaque période, chaque conflit, la guerre d'Algérie, Rwanda, tous ces types d'images sont à disposition du public. L'idée, c'est vraiment que les chercheurs, les archivistes, les historiens, tous ceux qui sont intéressés puissent les consulter, les utiliser, les valoriser, et ça nous amène à nous-mêmes aussi à créer des projets. Et pour ça, on est encore plus ravis de participer à l'exposition. Même les beaux catalogues que vous avez dans votre sac, vous trouverez des images qui viennent de nos archives. Et on est là justement pour être à disposition de nos confrères, de nos camarades, de nos autres centres d'archives, des autres institutions culturelles qui peuvent être amenés à traiter les mêmes sujets, les mêmes problématiques, les mêmes supports, et de construire des projets ensemble. Si vous avez des questions. Et là, vous avez quelques images qui sont justement présentes dans les catalogues et dans l'exposition qu'on aura visité à la fin de la journée et que vous pouvez aussi découvrir depuis notre portail en ligne et qui, bien sûr, sont à votre disposition. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. On est très en retard, mais je vous propose quand même de prendre 1 ou 2 questions maximum, si vous en avez. Ouais. Je voulais savoir, en référence à l'intervention de Madame Généroufia, qui parlait des témoignages oraux ou audiovisuels, est-ce que vous êtes ou vous pensez à être amené à participer à la collecte de ces témoignages, alors là, qui pourraient être audiovisuels, par exemple? Est-ce que... C'est une question parce que c'est vrai que notre point faible, c'est le son. Et du coup, c'est le témoignage oral direct. Il faut savoir que pour certaines des campagnes et des choses qui ont été faites avec le service historique de la Défense, du coup, on va voir les soutiens technologiques parce qu'on est le centre d'archives, mais on est un centre de production. Du coup, on a tout ce qu'il y a dans une maison de production. Du coup, on a pu participer à certains
moment de la collecte. Et nous aussi, on a souhaité collecter un témoignage qui est direct et qu'on voudrait avoir pour nourrir toute cette histoire. C'est le témoignage de nos opérateurs, de nos anciens caméramans et photographes. Mais c'est des choses qui ont été faites un petit peu à fur et à mesure. Ce n'est pas formellement institutionnalisé. Même notre centenaire, c'était en 2015, ça nous a amené à faire des choses. C'est un peu des petites choses qui arrivent à fur et à mesure, mais comme on n'est pas dans l'archivage sonore pur, et on n'a pas cette politique directe. Du coup, c'est l'ESHG qui fait, et nous, on peut apporter un soutien. Mais en même temps, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a l'occasion, l'opportunité, on va essayer de garder ça dans une tranche plus audiovisuelle ou visuelle pour nourrir. Mais du coup, on n'aurait que ces aspects plutôt là. Les témoignages de nos opérateurs, de nos caméramans, de nos photographes, depuis un certain temps jusqu'à nos jours.